Alors, cette semaine, on reçoit chroniqueur du Journal de Montréal, mais aussi et surtout, dirais-je, un essayiste que je viens de découvrir. C'est un de mes chums. Vous dites, oui, mais il invite juste ses chums, mais c'est parce que mes amis ne veulent pas venir. Qu'est-ce que je vous dise? Despotisme sans frontières, qui est sorti l'année dernière, ni plus ni moins. Au mois d'avril, oui. Au mois d'avril l'année passée. Tu remets en question, et de manière très détaillée, concise, méthodique, toute l'espèce de dogme du libre-échange, essentiellement. Évidemment, ton livre est sorti avant le dernier accord qui a été signé. C'est dommage. Oui, il y a une couple de petites mises à jour que j'avais faites. Et puis, en deux lignes, parce que je vais te laisser parler, évidemment, dis-nous en quoi consiste ce dogme-là et en quoi il est nécessaire de le combattre. Ben, tu sais, c'est un dogme qui est comme devenu incontournable, qui est comme devenu indiscutable. C'est là-dessus qu'on n'est plus dans le débat politique, on est carrément dans la religion. Je pense par exemple à Pierre-Marc Johnson, qui lui était l'ancien premier ministre du Québec. Il a un sale rôle dans ça. Oui, non, écoute, c'est pas le gentil dans l'histoire. Non, c'est... Oh là là, c'est Joker. Ah non, mais moi, je ne fais que citer ce qu'il dit. C'est pas moi qui l'ai... Total, mais il était négociateur en chef du Québec par rapport à l'accord Canada-Europe. Ouais. L'accord Canada-Europe qui remonte à il y a quelques années. Que la Wallonie avait failli faire échouer. Et à ce moment-là, Pierre-Marc Johnson dit... Si vous êtes contre le libre-échange, c'est que vous êtes comme un climato-sceptique ou comme un défenseur de la cigarette. Fait que ça, ce que ça veut dire, autrement dit, vous refusez la science, vous refusez l'évidence. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui remet ça en question. Et de là, l'idée que tu as eue c'est de dire, contester. En réalité, c'est pas qu'on est contre la science, c'est qu'on est contre la religion. C'est à peu près ça plus l'idée. Parce que la science est pas mal plus de ton bord versus celui de Johnson. Écoute l'idée. C'est une manière de dire, vous remettez ça en question. D'abord, on négocie nos affaires entre quatre murs, mais si vous remettez en question une virgule mal placée dans un traité, c'est que vous êtes contre l'ouverture de manière large. D'abord, c'est une réduction. Tu peux très bien être pour... Être ouvert au commerce, c'est pas nécessairement le libre-échange. Le libre-échange, c'est que tu fais baisser les droits de douane sur les marchandises. Tu peux quand même faire du commerce comme on l'a fait pendant des siècles, sans que ça soit des frontières ouvertes, d'une part. Évidemment. Deuxièmement, les accords aujourd'hui ne portent plus sur le libre-écge. La libre circulation des marchandises, réglé, ça fait déjà un bout de temps. Ça fait longtemps que c'est accompli. Fin 90, ça, encore? Écoute, tu peux même remonter au GATT, le GATT, à la fin, après la Deuxième Guerre mondiale, si tu veux. Ça, c'était les balbutiements. C'était les balbutiements, mais tout ça pour dire que la libre circulation des marchandises, puis tu as aussi l'Organisation mondiale du commerce depuis 1995 qui garantit la libre circulation des marchandises. C'est quelque chose qui est fait depuis longtemps. Depuis 1995. Mettons. Si on veut absolument mettre une date, là, on pourrait dire que c'est là. Mais puis on avait l'ALENA avant, il y a toutes sortes de traités qui ont été mis en place, que ce soit bilatéral, multilatéral ou mondial. Il y a toutes sortes d'organisations de traités qui garantissent ça. C'est que dans ce cas-là, aujourd'hui, sur quoi portent ces traités-là, si ça porte même plus sur le libre-échange? Alors, dis-nous-le, sur quoi ça porte? Ceux qui l'ont pas lu encore. Sur un paquet de sujets qui, de prime abord, tu te dis, mais ça n'a pas de rapport avec le commerce. Prends les traités qui vont jusqu'à parler du prolongement des brevets pharmaceutiques. Prends les traités qui vont jusqu'à la propriété intellectuelle, jusqu'à la censure sur Internet, le droit du travail, le droit environnemental. Bref, une foulée de sujets. Qui deviennent des biens commerciaux par la banque. Tout est marchandisé. Exact. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire là-dedans. Puis un des éléments là-dedans, c'est qu'on va interdire beaucoup. Mettons, tu avais une municipalité qui voulait, par exemple, offrir à une compagnie de chez elle, pour qu'il y ait des retombées de chez elle, pour embaucher du monde de chez elle. Ouais. Là, maintenant, on va plutôt te forcer à faire un appel d'offres. Mais c'est sûr que la multinationale, au niveau du coût, va toujours t'offrir des coûts qui sont moins chers que la petite compagnie locale. Regarde le REM. Je le sais pas, là, je suis pas dans le secret des dieux, j'avais pas de caméra ni de micro derrière les portes des ministères, mais pourquoi on le fait faire en Inde? Ils vont nous dire que c'est moins cher que de le faire faire, mettons, par Bombardier. Peut-être c'est moins cher, mais si tu le fais faire ici, c'est des emplois d'ici, c'est des retombées d'ici. Écoute, il y a un volet, moi, qui m'a profondément heurté, choqué, révolté, indigné, tiens, c'est le bon terme. Ça en a pris 4, mais c'est indigné qui est le bon terme. C'est celui, puis je le savais parce que ça s'était discuté dans un accord que j'avais un peu étudié à l'époque, fin des années 90, l'AMI. Où on permet à certaines multinationales de poursuivre en bonne et due forme des États. Tu vas nous expliquer ça. La beauté de l'affaire là-dedans, c'est que l'État ne peut être qu'un défenseur. L'État ne peut pas poursuivre lui-même, donc il est nécessairement une cible potentielle. Pour vrai, il y a une judiciarisation du politique là-dedans. Ça, c'est indéniable, parce que maintenant, des lois adoptées, puis comme tu l'as dit dans l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, c'est comme un bout où on a un peu allumé là-dessus. On s'est dit, puis à l'époque, Jacques Parizeau, même, qui pourtant était un des pères du libre-échange au Québec, qui a milité beau bout pour ça dans les années 80, il a dit, c'est pas pour ça qu'on s'est battu dans le temps. On s'est battu pour que nos entreprises puissent avoir accès à des marchés américains. C'est pas pour ça qu'on s'est battu. Mais lui, allume, il dit, regardez, là-dedans, une compagnie peut faire renverser une loi démocratiquement adoptée.
Là, on était bien content quand ça a été tué. C'est la France qui n'a pas voulu embarquer dans l'AMI. Mais il suffisait de se rendre compte que depuis l'ALENA, c'était déjà en vigueur, dans le fameux chapitre 11. Ouais. Ça, ce que ça permet, puis chapitre 11, qui n'est pas juste dans l'ALENA, qui a été imité dans l'ensemble des traités par la suite, qui permet une multinationale... C'est une tendance qui est assez uniformisée là, actuellement. Là. Oui, absolument, absolument, parce qu'il y a toutes sortes d'exemples mondiaux là-dessus qui vont permettre à une multinationale. Il faut qu'elle se présente comme une compagnie étrangère, précisons-le. Qu'elle peut amener... Tu l'expliques dans ton livre, c'est de la frime. Il y a toutes sortes de passes. Tu peux mettre ton siège social. Écoute, Abitibi-Bowater a poursuivi Ottawa, l'Abitibi, c'est encore au Québec jusqu'à preuve du contraire. Leur siège social est à Montréal. Ouais. Comment ils ont fait? Ils se sont incorporés au Delaware. C'est ça. Dis-moi, il y avait un truc au Mexique. Mais dans 60... Oui, mais l'exemple du Mexique, pour te donner la parenthèse, l'exemple du Mexique dont tu parles, c'est que en vertu de l'ALENA, il y a une compagnie de boissons gazeuses qui a gagné contre l'État mexicain à cause d'une taxe qui avait été créée sur les boissons gazeuses. Taxe sur l'obésité. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu une épidémie d'obésité au pays à ce moment-là. C'est pas beau le progrès? Hein? On n'arrête pas le progrès. Écoute, tu parles... mais tout ça pour te dire, il y a juste 60% dans 60% des cas, c'est soit des cas à l'amiable, soit des cas de victoire de l'État. Ça veut dire que dans 60% de victoire de l'entreprise. Donc, victoire de l'entreprise en totalité ou partiellement contre les décisions démocratiques. Mais il y a quelque chose que ces chiffres-là négligent, par contre, c'est la pression. Ouais. Puis ça ne s'évalue pas quantitativement, la pression. C'est que derrière les portes des ministères, on doit toujours se dire, on doit toujours s'auto-censurer, on doit toujours être en train de se dire « je ne mettrai pas en place telle politique parce que je vais me ramasser ». Il n'y a pas de censure pire que l'autocensure. Mais écoute, je peux même te donner un exemple là-dessus. Quand la compagnie Philip Morris, une compagnie de tabac, a poursuivi l'Australie à cause de mesures contre le tabac là-bas. Heureusement, dans ce cas-là, l'Australie a gagné contre Philip Morris, mais pendant les années de la poursuite, il y avait 3 pays qui avaient soit adopté des mesures similaires, soit qui allaient lancer le débat là-dessus, qui ont interrompu le débat politique en disant « on va attendre de voir s'il y a des conséquences juridiques avec ça ». Après avoir lu Savard Tremblay, on lit John Maynard Keynes, on fusionne les deux, on arrive peut-être à une solution convenable. Simon-Pierre Savard Tremblay, merci beaucoup. Frédéric.